pour cette présentation et pour un problème de gestion du temps, je ne vais pas parler des associations du GLP1, c'est-à-dire les GIP et GLP1 dont a parlé M. Mehmoudi, c'est-à-dire le diazépatide, et je ne vais pas parler de l'association du GLP1 avec le glucagon. Je vais insister surtout sur les inhibiteurs de SGLT2 et un peu moins sur le GLP1 et l'intérêt actuel de ces médicaments. Et on va voir tout l'historique de notre spécialité, c'est-à-dire comment on est arrivé à proposer ces médicaments et quelle est toute la démarche qui a été faite dans le monde. Alors, cette question difficile, quelle est la place des agonistes des récepteurs de GLP1 et des inhibiteurs de SGLT2 dans la protection cardio-rénale en général, et surtout quelle est leur place dans la prise en charge du diabétique, et parfois on a des difficultés à choisir et à cibler les patients. Donc, comme vous le savez, l'effet incrétine est très important chez l'être humain, et vous voyez qu'il est sécrété par l'intestin et l'alimentation, et il a plusieurs avantages. La sécrétion intestinale des GIP et des GLP1 va agir essentiellement au niveau du pancréas pour stimuler après une alimentation, c'est-à-dire après avoir ingéré des glucides par exemple. Il va augmenter cette sécrétion d'insuline et bien sûr diminuer le glucagon et bien sûr participer à l'homéostasie glycémique et garder une glycémie dans les normes après une prise alimentaire. Et bien sûr, après la prise alimentaire, grâce à ces incrétines, il y a une action au niveau du cerveau qui va augmenter cette satiété, augmenter un petit peu le niveau de nausée, d'une façon bien sûr relative, et bien sûr le patient va arrêter de manger. C'est grâce à cette sensation de plénitude et cette sensation, cette sécrétion de crétine que le patient va ressentir l'absence de nécessité de manger et d'arrêter de manger. Au niveau intestinal, il y aurait donc une diminution de la vidange gastrique qui aussi va participer à l'homéostasie glycémique. Et enfin, les incrétines aussi protègent le pancréas par un effet donc, protecteur et donc une diminution de l'apoptose. Et donc cet effet très important qui nous intéresse surtout, c'est le système nerveux central et qui participe à ce sentiment de satiété et à cette perte de poids. Qu'en est-il de l'action des inhibiteurs de SGLT2? Donc les SGLT2, leur rôle, c'est donc d'augmenter la réabsorption de glucose. Et le développement de ces médicaments, c'est-à-dire les inhibiteurs de SGLT2, essentiellement, vont inhiber cette SGLT2 et ils vont donc diminuer cette réabsorption de glucose et ils vont donc participer au niveau du tube proximal, l'action est principalement au niveau du tube proximal, cette diminution de cette réabsorption et l'augmentation de l'excrétion urinaire du glucose, donc ils vont favoriser cette augmentation surtout au niveau du tube collecteur. Alors, les inhibiteurs de SGLT1 participent bien sûr à l'amélioration du patient, principalement métabolique. Sur le plan rénal, donc cette glucosurie va améliorer l'équilibre glycémique en diminuant le poids, en diminuant la glucotoxicité pancréatique et en diminuant bien sûr l'insulinorésistance, et ils vont augmenter donc les capacités relatives donc, du pancréas à sécréter et excréter l'insuline. Donc aussi cet effet natriurèse va participer sur le plan hémodynamique cardiaque en diminuant la pression artérielle, la rigidité artérielle. Il va donc avoir des effets hémodynamiques importants pour protéger le cœur, et ces effets hémodynamiques et métaboliques vont participer à protéger le cœur en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque principalement. Alors il y a une évolution des recommandations de la prise en charge pharmacologique du diabétique.
Et depuis les années 90, il y a une accélération du développement et de la commercialisation des médicaments relativement efficaces en ce qui concerne le diabète, avec principalement la base d'un médicament très ancien qui était connu et qui était connu partout dans le monde, mais seulement 95 qui a été donc commercialisé, c'est-à-dire la metformine qui a été commercialisée aux États-Unis. Et puis l'apparition de nouveaux médicaments a changé progressivement notre appréhension du problème. Alors actuellement on se pose plusieurs problèmes. Quel traitement utiliser chez le diabétique? Comment les hiérarchiser dans notre produit à tenir? Est-ce qu'il faut les associer ou non? Et quels sont les objectifs qu'on est assignés? Est-ce qu'on serait lipocentrique ou bien on veut protéger les organes? Alors les premières recommandations dans la prise en charge du diabétique de type 2 par l'ADA, ils datent d'environ 20 ans. Et entre 2006 et 2012, les recommandations ont évolué avec l'apparition des médicaments, le développement des agonistes des récepteurs de GLP-1 et des inhibiteurs de DPP-4, et qui ont gardé donc deux points communs. Ces recommandations, je parle des recommandations, la place principale de la metformine considérée comme la molécule de première intention et qui avait à ce moment-là le meilleur niveau de preuve. Et par la suite, et suivant l'hémoglobine glyquée, le niveau de l'hémoglobine glyquée, il y avait cette escalade thérapeutique en ce qui concerne l'association d'autres APO pour arriver en fin de compte à l'insuline. Alors, par la suite, les recommandations de l'ADA et de l'AST en 2012 puis en 2015 ont fait apparaître un nouveau paradigme dans la prise en charge du diabète de type 2. C'est ce qu'on appelle l'approche centrée sur le patient dont on parle de plus en plus aujourd'hui et elle date de plus de 10 ans. Alors, le choix de molécules de deuxième intention se basait sur plusieurs éléments. Sur la cible, à ce moment-là, bien sûr, sur la cible de l'hémoglobine glyquée, sur le risque d'hypoglycémie, sur la prise de poids, sur l'efficacité, c'est-à-dire est-ce qu'il va diminuer l'HbA1c de 1, de 2 ou de 0,5%, sur la présence d'effets secondaires, principalement les hypoglycémies, sur la prise de poids, ou bien la perte de poids, bien sûr. Et bien sûr sur le coût, le prix et les capacités individuelles ou bien collectives d'avoir accès à ces médicaments. En 2015, donc c'est une année charnière, celle de l'apparition des recommandations en ce qui concerne les inhibiteurs de SGLT2, avant même la publication des essais très importants dans Pareil Outcome. Donc, en ce qui concerne les cibles de l'HbA1c, bien sûr, ils diffèrent suivant les patients. Alors, les patients en général qui ont moins de 75 ans et qui ont une espérance de vie donc importante, qui ont peu de comorbidité, les objectifs, c'est d'être donc relativement agressif en ce qui concerne l'HbA1c, donc des objectifs à moins de 7%, voire à 6,5%. Pour les patients qui ont des comorbidités principalement cardiovasculaires, qui ont un diabète ancien, qui sont exposés aux hypoglycémies, donc on doit revoir à la hausse les objectifs de l'HbA1c, c'est-à-dire à moins de 8%, sans descendre à moins de 7%, principalement pour les patients qui sont sous sulfamide. Qu'en est-il des patients âgés à plus de 75 ans? Un patient âgé de plus de 75 ans qui est en bonne santé et qui a peu de comorbidité, les objectifs sont identiques aux patients de moins de 75 ans, c'est-à-dire moins de 7%. Par contre, le patient âgé qui est fragile, qui a des comorbidités, qui est exposé aux hypoglycémies, il faut partir sur moins de 8%, sans descendre à moins de 7%, surtout s'il est sous sulfamide. Alors que les patients dépendants, bien sûr, il faut être à moins de 9%, et vous le savez pourquoi, parce que l'hypoglycémie chez les patients dépendants peuvent être mortels. Enfin, bien sûr, les objectifs diffèrent
chez les femmes enceintes et chez les femmes diabétiques qui sont en âge de procréer, qui désirent une grossesse et d'avoir une HbA1c au moins 2 mois avant la conception à moins de 6,5%. Alors les médicaments diffèrent suivant leurs avantages en ce qui concerne l'hémoglobinité, donc tous ces médicaments vous les connaissez, mais principalement les inhibiteurs de SGLT2 et les agonistes des récepteurs de GLP1. Leur avantage c'est qu'ils protègent les organes, plus principalement le cœur et le rein, mais aussi ils agissent sur le poids, surtout chez les sujets obèses. Mais le désavantage des GLP1, mais maintenant il y a des GLP1 par voie orale, il ne faut pas oublier que les GLP1 sont injectables, les inhibiteurs de SGLT2 se prennent par voie orale. Alors les recommandations, on arrive à l'ADA ESD, donc c'est après 2015. En 2018, et pour la première fois, une stratégie n'était pas fondée uniquement sur la valeur de l'HbA1c, mais sur les comorbidités, principalement cardiovasculaires et rénales. Et donc, en seconde ligne, après la metformine, il y avait des agonistes des récepteurs de GLP1 en cas d'antécédent de maladies cardiovasculaires, donc d'événements cardiovasculaires, ou bien c'est des sujets à haut ou à très haut risque cardiovasculaire. Il est préférable d'associer les agonistes des récepteurs de GLP1. Alors que pour les patients qui avaient une maladie rénale ou qui étaient susceptibles de le faire, ainsi que les patients qui avaient une insuffisance cardiaque, il était préférable d'associer les inhibiteurs de SGLT2. En 2019, donc une mise à jour de 2019 propose de privilégier les agonistes des récepteurs de GLP1 chez les patients à très haut risque cardiovasculaire, même sans antécédent d'événements cardiovasculaires, c'est-à-dire âge supérieur à 55 ans avec une HVG et sténose artérielle à plus de 50%. Ils sont considérés comme s'ils ont fait un événement cardiaque, ils sont en prévention secondaire. Alors que l'HbA1c, le site d'HbA1c devient secondaire dans l'algorithme du traitement. Donc pensez à les traiter quel que soit l'HbA1c, donc qui n'est plus un référent en ce qui concerne le choix thérapeutique. Donc, c'est à travers ces différentes études, en ce qui concerne les GLP1, qui ont prouvé cette protection cardiaque. Donc, on ne va pas rentrer dans ces études, donc vous les connaissez, LEADER, SUSTAIN, EXCEL, Harmony et enfin le WEN. C'est à travers ces études où la GLP1 donc, est devenue incontournable pour la protection cardiovasculaire dans l'algorithme des sociétés savantes mondiales. La même chose en ce qui concerne les SGLT2 qui ont prouvé donc leur protection cardiovasculaire et rénale à travers les études dont on vous parle depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire l'Empire, Canva, ainsi que les autres, donc BRAINDANCE, CKD qu'on va voir plus tard dans la présentation. Donc, les cardiologues sont rentrés dans le jeu en 2019 en association avec les diabétologues européens qui ont proposé que chez les patients diabétiques naïfs de tout traitement, il fallait donc commencer directement par, chez les patients bien sûr qui ont un profil de risque cardiovasculaire et rénal, qui sont donc considérés en prévention secondaire ou à très haut risque cardiovasculaire, de commencer et de chanter la metformine, de commencer directement, soit par l'un, soit par l'autre, suivant le profil patient. Et c'est les premières recommandations qui ont validé un traitement de première intention sans metformine, sans biguanide. Alors, le collège des cardiologues américains en 2020 a proposé de commencer par ces médicaments pour les patients qui ont une maladie athérosclérose, donc antécédent d'événements, c'est-à-dire un syndrome coronarien aigu chronique d'AVC ou d'ORMI sévère, une insuffisance cardiaque, sans différence qu'il y ait une insuffisance cardiaque avec altération de la fonction cardiaque ou avec fonction cardiaque préservée, une néphropathie et un haut risque cardiovasculaire,
c'est-à-dire la présence d'atteintes d'organes cibles ou multiplicité des facteurs de risque. Donc, à travers cette diapositive, vous voyez que actuellement, les patients qui ont un profil cardiovasculaire diabétique sont plutôt traités par les cardiologues que par les endocrinologues ou les internistes. Donc, ils ont pris la main en ce qui concerne la pratique, mais aussi en ce qui concerne les recommandations, surtout les patients qui ont un profil particulier. Et est arrivé le consensus ADA-EASD en 2022, ainsi que l'ADA 2022, donc la mise à jour de l'ADA 2022, qui a positionné la metformine toujours présente, mais en ayant un profil rénal ou cardiaque, il fallait associer les GLP-1 ou le SGLT2 pour leur bénéfice cardiovasculaire, alors que les patients qui avaient un risque d'insuffisance cardiaque, donc soit potentielle ou bien qui avaient une insuffisance cardiaque installée et une maladie rénale, il fallait plutôt commencer par les inhibiteurs de SGLT2. Alors, les recommandations étaient aussi de prendre globalement le patient avec des cibles thérapeutiques particulières en ce qui concerne le LDL, la tension et l'hémoglobine glycée. Et donc, il fallait prendre le patient globalement, donc un patient le plus souvent cardio-rénal. Et ce consensus recommande en cas de maladie athéromatoeuse avérée ou à haut risque cardiovasculaire, un agoniste des récepteurs des GLP-1 ou un inhibiteur de SGLT2, choix dépendant, bien sûr, indépendant du niveau de l'hémoglobine glycée et avec ou sans prise de bicronide, c'est-à-dire de la metformine. Alors, le risque cardiovasculaire chez le patient diabétique, il est hétérogène. Et pour choisir et pour définir le patient cardiaque, il fallait donc des outils. Et donc, la stratification, on la connaissait en 2019, le niveau de risque cardiovasculaire, et il a été changé par la suite. Pourquoi il a été changé? Parce que, il a été changé notamment en 2023, parce que ce score 2 de diabète qui a un petit peu changé par rapport au score précédent en ce qui concerne la stratification du patient diabétique, c'est que premièrement, on a découvert qu'il y a des populations particulièrement susceptibles de faire des problèmes cardiaques, soit en Europe, soit en Afrique du Nord, ou bien au Moyen-Orient, mais aussi par le fait que le cholestérol total n'avait plus de valeur par rapport au non-cholestérol qui a été intégré dans ce score de diabète. Et ce score de diabète permet de stratifier le patient. Il doit être donc évalué, donc la stratification doit être faite pour la majorité des patients, tout en sachant que 30 à 35% des patients ont des maladies cardiaques, des patients diabétiques. Donc, cette stratification place le cardiologue au cœur de la prise en charge du diabète et il suffit donc d'avoir cette application pour dire que ce patient a un faible risque, un risque modéré, élevé ou très élevé, et à ce moment-là, la prise en charge pourrait changer en ce qui concerne, bien sûr, l'agressivité, en ce qui concerne la prise en charge des comorbidités, mais c'est surtout le choix thérapeutique. Alors, pour dire qu'il y a une atteinte d'organes, c'est soit la clémence de la créate inférieure à 45, indépendamment qu'il y ait ou non une albuminirie, ou bien une clémence de la créate à moins de 60, entre 45 et 60, mais avec un RAC entre 30 et 300, ou bien directement, quel que soit le niveau d'urine, si le RAC est massif, c'est-à-dire supérieur à 300 mg par gramme de créate, et enfin la présence d'au moins 3 atteintes de microangiopathie, c'est-à-dire une microalbe, c'est-à-dire un RAC entre 30 et 300, une neuropathie une rétinopathie. Donc le très haut risque, c'est un score de supérieur à 20%. Le haut risque, il est entre 10 et 20%. Le risque modéré est entre 5 et 10. Et le bas risque, il n'existe pas dans la stratification de 2019. Donc la stratification de 2019, il y avait le risque modéré au risque de très haut risque. Tout diabétique était considéré comme
à risque modéré, mais dans cette classification score 2, il y a le bas risque, où la prise en charge devrait être moins agressive. Donc, en pratique, un diabète de type 2 avec athérosclérose, c'est les GLP-1 ou les SGLT2 ou les deux. Les patients qui ont une insuffisance cardiaque, c'est les inhibiteurs de SGLT2, qu'elles soient à fonction altérée ou à fonction conservée. Et bien sûr, un profil de maladie rénale, c'était les inhibiteurs de SGLT2 associés aux antagonistes des récepteurs de l'aldostérone, qui est l'apparition de la phinérénol, qui est donc un médicament synergique qui va protéger le rein, en synergie avec les ARA2, les ARA2, les IEC et les inhibiteurs de SGLT2. Et bien sûr, même les néphrologues donnent des recommandations en ce qui concerne le diabète. Donc c'est l'affaire maintenant du cardiologue et du néphrologue. Et le CADICO 2022 très intéressant qui favorise l'association de la metformine avec les inhibiteurs de SGLT2 chez les patients qui, bien sûr, ont un profil rénal et bien sûr en respectant les contre-indications et de la metformine et des inhibiteurs de SGLT2 et leur non-indication dans l'initiation quand la DFG est à moins de 20 et l'arrêt de la metformine quand la DFG est de moins de 30. Donc, bien sûr, on a vu l'association des inhibiteurs de SGLT2 avec la phinérénol, mais aussi l'efficacité de cette synergie. Il ne faut pas oublier le traitement classique des IEC et des ARA2. Et la baisse précoce de la DFG s'accompagne à long terme de la protection de la fonction rénale. Il faut savoir que les IEC et les ARA2 agissent au niveau de l'artère efférente en favorisant la vasodilatation, alors que les inhibiteurs de SGLT2 agissent au niveau plutôt de l'artère afférente en favorisant la vasoconstriction. Et les deux vont favoriser donc la diminution de la pression intraglomérulaire et protéger le rein. Et rajouter chez des patients qui ont une altération de la fonction rénale, la phinérénol a aussi un effet synergique avec ces deux médicaments. Donc, tout ce qui est en rouge, vous voyez, c'est des patients qui risquent la dialyse. Et donc, il faut agir précocement. Et heureusement qu'on peut agir à des DFG avec les médicaments dont on a parlé, les inhibiteurs de SGLT2 et des GLP-1, à des clérances, donc honorables. Mais il faut agir précocement, parce qu'à une certaine DFG, à une certaine clémence, même si vous les donnez, le gain n'est pas important. Donc, toutes les molécules de la classe des inhibiteurs de SGLT2 ont démontré un bénéfice rénal. Et dans l'étude Comparec Outcome, avec une réduction de 39% du critère composite, c'est-à-dire la progression de la macroalbuminurie, doublement de la créate, initiation de la dialyse et la greffe rénale. L'empatite a confirmé ces résultats avec une réduction du critère principal composite de 28% et que les patients soient diabétiques ou non. Et quel que soit le niveau de DFG, c'est à partir de là que l'empagliflozine a été indiquée jusqu'à une DFG de 20. Et si elle est mise à plus de 20, s'il y a une altération de la fonction rénale, elle doit être donnée jusqu'à la dialyse. La dapagliflozine, donc la même chose, il y a une diminution de 39% du critère principal, 31% de diminution de la mortalité, toutes causes confondues. Et donc, c'est à partir de cette étude, déclare-t-il que la dapagliflozine a été donc hésitée jusqu'à un DFG à 25. Et donc, dans l'étude Crédence, avec la CANA, vous voyez à partir déjà de la 12e semaine qu'il y a une séparation des courbes et cette protection rénale caractérisée de la canagliflozine. Alors, vous voyez, dans les études CANVA et Crédence, ils ont prouvé tous les deux cette protection rénale et le but de ces deux études était différent.
Alors, y a-t-il un bénéfice cardiovasculaire des inhibiteurs de SGLT2? Dans l'étude Empower Outcome, donc il y a eu une 14% de diminution du MACE 3 points, 35% de diminution d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, alors que les autres études ont montré des résultats concordants pour d'autres molécules inhibiteurs de SGLT2, sans obtenir une diminution significative des MACE dans ces études. Alors, en ce qui concerne les insuffisances cardiaques avec altération donc altération de la fonction myocardique, dans l'étude d'APA-HF et d'APA-glyphosine, réduit significativement la mortalité cardiovasculaire et l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, qu'il soit diabétique ou non. Donc, le fait d'être diabétique n'est pas nécessaire pour donner un inhibiteur de SGLT2, surtout pour les patients qui ont donc un profil d'insuffisance cardiaque avec altération de la fonction cardiaque. Donc ici, résumé toutes les études, et donc tout ce qui est en vert, c'est des études qui sont en faveur des MACE, des décès, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et insuffisance rénale. Donc en gros, tous les inhibiteurs de SGLT2, à part le dernier, sont donc dans la protection cardiaque et rénale. Donc, en conclusion, ce qui concerne les inhibiteurs de SGLT2, ils diminuent les MACE, c'est-à-dire la mortalité cardiovasculaire, les infarctus sans essai et les AVC, de 10%, l'atteinte rénale de 38%, les hospitalisations pour insuffisance rénale de 32%, la mortalité toute cause confondue de 13% et de cardiovasculaire de 15%. Est-ce que les GLP-1 aussi ont cette protection rénale? Parce qu'on a donc focalisé en ce qui concerne les GLP-1 sur la protection cardiovasculaire. En effet, l'étude FLOW qui a été publiée en 2024 donc, a montré que le GLP-1 et plus précisément semaglutide à 1 mg, donc on va directement à la conclusion, qu'après 40 mois, il y a une réduction du risque rénal jugé sur le critère composite de 24%, une réduction de 20% de la mortalité globale d'origine cardiovasculaire et une réduction de 18% des événements cardiovasculaires. Parce qu'au début du développement des agonistes des récepteurs de GLP-1, on avait donc prouvé qu'ils avaient une protection rénale, mais qui était inférieure largement aux inhibiteurs de SGLT2. Mais grâce à cette étude, le GLP-1 et plus précisément la semaglutide est presque au même niveau que les inhibiteurs de SGLT2. Alors, pourquoi notre métier est difficile? Parce que le diabète est une maladie particulière. C'est une maladie qui se développe déjà 10 ans avant le diagnostic, même s'il est fait à temps. Au stade avant même le stade de prédiabète, il y a donc déjà une préparation du terrain, le plus souvent athéromateux, et puis apparaissent les complications de microangiopathie. Parce qu'il faut savoir qu'au stade déjà de prédiabète, il y a un risque cardiovasculaire reconnu, un risque de mortalité cardiovasculaire non négligeable, mais aussi d'insuffisance cardiaque et d'altération du début de maladie rénale. C'est à ce moment-là qu'il faut agir. Et il faut à ce moment-là indiquer, si vous détectez donc le profil du patient qui risque d'être un accélérateur en ce qui concerne les complications, de traiter avec les médicaments, modernes. Si vous faites le diagnostic précocement et c'est rare, le risque donc est plus important en ce qui concerne l'altération cardiaque et rénale. Et bien sûr, vous allez gérer l'hyperglycémie avec les autres organes en les protégeant. Et si vous prenez le patient déjà à un stade avancé, pratiquement même si vous utilisez ces médicaments innovants, entre guillemets, vous n'allez pas gagner grand-chose. Et donc, il faut agir principalement parce qu'à ce stade, la mortalité est augmentée jusqu'à 3 fois. Le risque d'insuffisance cardiaque, donc une
complications qui sont accélérées. Vous n'allez faire que de retarder, voire de retarder de quelques années ces complications qui, le plus souvent, vont arriver à l'hémodialyse, la cécité, l'amputation et la mortalité. Donc, pourquoi l'intérêt de cette présentation? C'est surtout d'agir précocement, de faire des dépistages pour des populations cibles, c'est-à-dire les obèses, les hypertendus, les femmes qui ont eu des macrosomes, des antécédents de diabète gestationnel, les dyslipidémiques, les patients à partir de 40 ans, et dès qu'il y a une comorbidité, il faut la traiter. 70% des diabétiques sont hypertendus, 50% sont dyslipidémiques, la plupart fument, surtout dans les pays sous-développés, et il y a une explosion de l'obésité. Vous le savez, en Algérie, on compte dans l'obésité et le surpoids, c'est 50% des diabétiques, c'est plus de 50% pardon, de la population générale, et vous voyez que les chiffres actuels, c'est presque 17% de diabétiques, ce n'est plus 14%, IDF 2025. Et il y a presque 6 millions de diabétiques en Algérie, 30% d'hypertendus en Algérie, 50% dans le sud. L'obésité de l'enfant, c'est 13% en Algérie. Et donc, il faut agir sur tous ces facteurs et prendre en charge un diabétique, c'est prendre en charge ses lipides, sa tension artérielle,